du droit pénal pour faire face aux récalcitrants. En France, par exemple, la mise en danger est invoquée pour procéder à des placements en garde à vue. C'est normal. Le droit pénal est par excellence l'ennemi de l'arbitraire et de l'abus. C'est bien sûr l'exigence, c'est pourquoi l'exigence de sa mise en œuvre devient un outil pour la protection des citoyens dans leur vie, leur santé, leurs biens, leurs droits. En un mot, c'est le chemin de l'enracinement de l'état de droit. Ainsi, ce cours de droit pénal général s'avère nécessaire, voire primordial pour le futur juriste, dans la mesure où il permet d'exposer, bien sûr, en les décrivant avec précision, les différentes dispositions du droit pénal qui doivent normalement faire partie des connaissances minimales non seulement de chaque étudiant en droit, mais de tout citoyen, comme le veut et le présume l'article 2 du Code pénal marocain, selon lequel nul ne peut invoquer pour son excuse l'ignorance de la loi pénale. Bien sûr, je vais revenir à cette situation particulière imposée par le coronavirus, et je vais bien sûr m'en servir de base pour introduire cette séance de notre cours qui porte sur l'évolution du droit pénal. Bien sûr, vous devez remarquer que le combat contre le Covid-19 nous force chaque jour à lutter contre nos inclinations naturelles. Généralement, on aimerait bien se rassembler, on aimerait bien rendre visite à nos proches et à nos amis. Bien sûr, dans les conditions normales, se confiner chez soi, c'est en quelque sorte agir contre notre profonde nature. On a vu dans le premier semestre, dans le cadre de notre cours sur l'introduction aux sciences juridiques, que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il a besoin des autres, non seulement dans l'entraide de la coopération, mais au moins aussi, sûrement, pour protéger le sentiment d'exister. C'est pourquoi son jugement, ses émotions, ses découvertes n'ont de valeur que si d'autres peuvent aussi les éprouver, si d'autres peuvent les confirmer, si d'autres peuvent en être les témoins ou les garants. Mais attention, l'autre n'est pas seulement celui qui donne sens et richesse au monde, c'est aussi celui qui m'oblige au respect. C'est quoi donc respecter l'autre? Respecter l'autre, c'est le poser comme limite à mon droit naturel d'user de toutes choses à mon profit. En effet, quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît aux autres. Donc, sous peine de tomber dans un mortel chaos, il faut des limites à l'indépendance. Il faut des limites à la liberté. C'est pourquoi la Déclaration universelle des droits de l'homme définit la liberté dans son article numéro 4, non comme le pouvoir de faire ce que l'on veut ou ce qui plaît, mais comme le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Qu'il s'agisse donc de la liberté ou de tout autre droit, son exercice a pour borne, bien sûr, la nécessité d'assurer à autrui la jouissance de ce même droit. C'est pourquoi il n'y a point de liberté sans loi. Ces lois ou normes ne sont que le reflet de la société. Ils s'avèrent être des règles de bon sens. C'est donc la vie en société qui engendre nécessairement la production des règles, bien sûr, pour encadrer les comportements et les relations entre les membres de la société. L'objectif ultime est de parvenir à organiser les relations, ou bien des relations pacifiques permettant une vie paisible. Bien sûr, l'homme, comme vous le connaissez, c'est un être qui raisonne, c'est un être qui fait des calculs, il cherche toujours le moins coûteux. En définitive, il est moins coûteux de s'en remettre à des lois que de laisser à chacun le soin de faire respecter ce qu'il considère comme son droit, que les hommes se sont associés, bien sûr,
pour former ensemble un corps politique. Par ce contrat social, ou bien ce pacte, bien sûr, d'association, la société se constitue en communauté juridique ou état de droit. Bien sûr, là, on peut faire référence aux idées avancées par des grands philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, comme John Locke, comme Hobbes, bien sûr, selon lesquels l'homme, avant de vivre en société, il vivait en état de nature, où l'homme était élu pour l'homme. Et pour, bien sûr, dépasser cette situation, l'homme a accepté de renoncer volontairement à une partie de sa liberté pour rejoindre, pour regagner la paix et la sécurité. Donc c'est un marché à comprendre. Ainsi, le renoncement volontaire est réfléchi de chacun au droit naturel qu'il a d'agir de son propre chef n'est d'ailleurs possible et n'a de validité que s'il comporte certains avantages. Il s'agit surtout de préserver l'ordre et de réaliser la justice. En ce qui concerne la réalisation de la justice, c'est-à-dire rendre à chacun ce qui lui revient. Il consiste à trouver un juste milieu, un équilibre entre les intérêts en présence, c'est-à-dire les intérêts des individus et ceux de la société. Ces intérêts ne sont pas alternatifs, contingents, dépendent de l'importance accordée à chacun d'eux lors de l'élaboration de la règle de droit. Il varie selon, bien sûr, le temps et le lieu, car le droit, bien sûr, est une construction sociale, c'est-à-dire un produit de la société en un moment et en un lieu déterminé. En fait, le droit n'est pas figé, il est en constante évolution. Pourtant, sa première finalité reste constante, à savoir assurer l'ordre ou bien préserver l'ordre au sein de la société. Pour autant, si en posant des règles de vie en société, le droit tente de prévenir ou à défaut de résoudre certains conflits, il n'est pas toujours garant d'un pacifisme entre les hommes. Le conflit reste le plus souvent l'expression de l'échec du droit. C'est pourquoi les règles de conduite sociale sont affectées de sanctions auxquelles les hommes sont soumis en cas de transgression. À ce titre, la règle de droit, et surtout la règle pénale, on va parler de ça par la suite, ne se borne pas à donner des conseils ou à formuler des vœux ou des recommandations confiées dans leur réalisation à la liberté de la conscience humaine, mais il impose des ordres et des commandements qui doivent être respectés. Et la sanction est là. La sanction vient frapper, bien sûr, celui qui transgresse l'ordre social, celui qui ose transgresser les interdits de la société. D'ailleurs, une règle ne devient juridique que du moment où il est assorti d'une sanction étatique. C'est la puissance publique qui est habilitée à faire respecter la règle du droit. L'instrument principal de la nécessaire conformité entre le réel et la norme, c'est la sanction. C'est la sanction organisée qui vient frapper celui qui s'est affranchi de la règle du droit. Selon un juriste allemand du XIXe siècle, Hierry, une règle sans contrainte, c'est un feu qui ne brûle pas. C'est un flambeau qui n'éclaire pas. Cette répression, cette sanction, ou encore cette peine, c'est la partie la plus visible du droit pénal. D'ailleurs, pour certains auteurs, le droit pénal se réduit au droit des peines appliquées aux délinquants. Et d'une manière restreinte et d'une manière extensive, c'est le droit des sanctions. Bien sûr, dans le langage des juristes pénalistes, les expressions droit pénal ou droit criminel possèdent une signification conceptuelle identique et on emploie indifféremment l'une ou l'autre expression. Mais si l'on voulait être précis dans la définition des termes,
le droit criminel, c'est seulement le droit des crimes, c'est-à-dire d'une façon matérielle, le droit des infractions, et par voie de relation, l'étude des comportements générateurs de la responsabilité pénale. En effet, parmi les définitions qui évoluent dans le domaine de l'approximative, celle la plus usuellement répandue consiste à ramener le droit pénal à l'ensemble des lois qui réglementent dans un pays donné l'exercice de la répression par l'État. L'exercice de la répression par l'État. Bien sûr, cette définition met l'accent sur le pôle dominant du droit pénal, à savoir la répression, et met hors du champ définitionnel l'ensemble des mesures de défense sociale qui, de nos jours, occupent une place de plus en plus importante dans l'arsenal répressif, sans oublier bien sûr les peines alternatives ou encore dites peines de substitution apportées par le projet du droit pénal marocain. À cette définition restrictive, d'autres proposent une acception plus extensive en définissant le droit pénal comme étant l'ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l'État vis-à-vis des infractions et des délinquants et qui traduisent en normes obligatoires les solutions positives appliquées par chaque nation aux problèmes criminels. Bien sûr, si on se réfère au droit pénal marocain, au terme de son article 1er, la loi pénale détermine et constitue une infraction l'effet de l'homme qui, à raison du trouble social qu'il provoque, justifie l'application à leur hauteur des peines ou des mesures de sûreté. Vous voyez donc que l'objectif ultime du droit pénal, c'est la lutte contre la criminalité, c'est de faire face au phénomène criminel. Dans ce cadre, il faut préciser que le phénomène criminel ne date pas d'aujourd'hui, il est vieux que le monde. Il date même des premiers jours de l'existence de l'humanité. Ce qui signifie que la criminalité est un fait inhérent à la nature humaine. Il traduit cette réalité humaine, cette tendance vers le mal. Ce constat est bien illustré par l'homicide commis par le mauvais fils d'Adam Caïn contre son frère Abel. Ce crime constitue le premier homicide de l'histoire humaine, révélateur de ce foyer de péché, de ce foyer de mal dont dispose l'homme, et marquant ce désir chez l'homme ou se penchant à jouir des plaisirs sensuels. Les comportements des deux fils d'Adam sont différents, voire contradictoires. Leur traitement l'est aussi. Le Coran rapporte cette réalité dans la sourate de la table, dans ces versets du 27 au 31. Narre-leur en toute vérité ce qui advient aux deux fils d'Adam. Lorsqu'ils offrirent leur oblation, bien sûr, ils ont offert leur oblation à Dieu. L'une de l'un fut acceptée, celle de l'autre fut refusée. Donc, à partir de cet homicide, l'humanité va se présenter comme étant constituée de deux clans qui représentent une réalité contradictoire, la bonté et le mal. La parole de Dieu fut claire en ce sens. Vous serez les uns ennemis des autres. Vous, l'emploi du futur, vous serez, c'est-à-dire vous et vous, bien sûr, descendants, les futures générations, vous serez les uns ennemis des autres. C'est ainsi que depuis que les hommes ont été chassés du paradis, du jardin, jetés à terre, ils se sont présentés au monde comme des ennemis les uns aux autres. Ainsi, la lutte contre le mal n'a pas cessé d'être la première préoccupation du groupe social. C'est la vie en société qui crée les normes de la vertu et du vice. C'est pourquoi il n'y a pas de faute sans loi. Tant que la loi n'existe pas,
Tant que la loi n'est pas encore élaborée, il ne saurait avoir de mal ou de faute. Cette faute, qu'on va l'exprimer sous le nom générateur de mal, à savoir le crime, il constitue le point de rupture de l'équilibre entretenu entre l'homme et la société. C'est un mal social, selon Durkheim. C'est un mal social puisqu'il blesse les états forts de la conscience commune. La lutte contre le mal a caractérisé toutes les époques, c'est évident. Même avant l'apparition de l'État, les comportements violents qui troublent l'ordre individuel ou l'ordre collectif sont réprimés. Mais la sanction était l'œuvre de la victime. Le processus pénal est alors laissé à l'initiative de la victime. La justice était purement privée. C'est justement parce qu'aucun intérêt supérieur n'était pris en compte lors de ce processus pénal, d'autant plus qu'il s'agissait jusqu'à-là de juger un acte plutôt qu'un délinquant. L'idée d'une responsabilité pénale n'était pas encore apparue. À cette époque, les relations humaines étaient marquées par le règne de la force. C'était le plus fort qui impose ses préceptes et réprime leur inobservation. Le plus fort n'est que le chef du clan, bien sûr, qui est investi des pouvoirs les plus absolus pour faire régner l'ordre dans le groupe social. Bien sûr, il détient tous les pouvoirs entre ses mains. C'est le chef du clan, chef religieux, chef politique, chef de guerre, qui détient bien sûr la décision de faire la guerre. C'est pourquoi il finit par abuser de son pouvoir. Les torts vont se multiplier. Et en l'absence d'une autorité centrale supérieure, ces torts vont donner lieu à la vengeance non contrôlée. Dans la nuit du temps, il s'agissait bien entendu d'un règlement des comptes. Les luttes deviendront interminables, ce qui va entraîner sûrement la lassitude des familles. Les familles vont être épuisées, ce qui va sûrement les conduire à chercher comment limiter la vengeance. Il faut chercher une solution. Comment limiter cette vengeance? Bien sûr, en d'autres termes, organiser la justice. Mais il s'agissait d'une justice privée, puisqu'il est encore rendu par les intéressés eux-mêmes. Cette période est marquée par l'apparition d'un pouvoir supérieur qui s'esquisse, puis s'affirme. Mais il s'affirme sur un fondement religieux. Le facteur religieux constitue le lien qui permet le groupement des clans en une cité. Et par toucher, la cité, pour se faire obéir et faire régner l'ordre, s'abrite derrière ces institutions religieuses. Sous la justice privée, l'État se contente de prêter assistance à la partie lésée pour lui permettre d'obtenir justice, tout en se contenant à un rôle passif. C'est-à-dire que l'initiative des poursuites revient à la victime, celle-ci conduit également le déroulement de la procédure et seul compte son intérêt personnel. Ce fondement religieux de l'État a conduit le pouvoir à lutter contre les criminels. Mais pourquoi? Parce qu'ils déshonorent la cité, ce qui attire sur eux la colère divine. Et dans ce cas, selon l'époque, plusieurs procédés ont été adoptés. Il y avait d'abord les co-fureurs, c'est-à-dire que les membres de la famille, au lieu d'accompagner leurs parents à la guerre privée, ils les accompagnent au tribunal pour les soutenir de leur serment. Il y a aussi un deuxième procédé qui est le combat judiciaire. Bien sûr, c'est le fait de limiter la vengeance entre familles, limiter la vengeance généralisée entre familles à un simple combat singulier. Et bien sûr, là, l'exemple type, c'est celui des Horaces et des Cuirasses.
bien sûr un épisode légendaire de l'histoire de Rome où deux équipes, bien sûr, l'une représente Rome et l'autre représente la ville d'Anne de la Langue, bien sûr, qui se sont affrontés dans un duel afin d'éviter une guerre généralisée. Le troisième procédé, c'est l'abandon noxal. Il s'agit, dans ce cadre, d'abandonner le coupable d'une agression injustifiée au clan adverse pour empêcher la vengeance sur d'autres que le coupable. Il y a aussi le talion. Bien sûr, il s'agit de l'application de l'adage œil pour œil, dent pour dent, l'aynu bil ayni wa sinnu bis sin, ce qui a conduit bien sûr à la modération et à l'individualisation de la peine. Puis, il y a une autre formule du talion, c'est la composition pécuniaire. Bien sûr, là, il s'agit d'une étape très avancée du talion. Il s'agit de la tarification de la vengeance, non plus œil pour œil, mais une somme d'argent pour œil. Le dernier procédé, c'est les lieux d'asile, où la vengeance est complètement interdite en certains endroits, à certains moments, par les trêves de Dieu. Avec l'organisation de l'État, la justice privée tombe en déclin. L'action répressive prend peu à peu un caractère social. Il cesse d'être une action privée pour devenir une action publique. C'est l'ordre social qui est perturbé, c'est pourquoi la société tout entière réagit avec l'aide de moins en moins de la partie privée. Cette évolution vers la justice publique n'a pas pour autant entraîné des changements, tant dans le but de la politique criminelle qui demeure vengeance et accessoirement expiation et intimidation, parce que les sanctions étaient quand même trop sévères, les coups de fouillis, la mort par feu, etc., que dans la procédure, bien sûr, caractérisée par la torture pour provoquer l'aveu, bien sûr, comme preuve décisive. La procédure, dans ce cadre, était secrète et non contradictoire. L'accusé est à la merci du juge. Il ignore ce qu'on lui reproche. Et selon une expression, je dirais, péjorative, il doit se taire, on ne le fait pas parler. Bref, la procédure est inquisitoire. Bien sûr, le bilan de cette période s'avère lourd. Ce système, caractérisé par la sévérité de la répression, a subi des critiques de la part des grands courants de pensée du XVIIIe siècle. Ces critiques vont trouver un écho dans le droit positif. Le bilan de cette période s'avère lourd. Ce système, caractérisé par la sévérité de la répression, a subi des critiques de la part de grands courants de pensée du XVIIIe siècle. Ces critiques vont trouver un écho dans le droit positif. Il s'agit d'abord de l'école de la justice absolue, dont les chefs de file sont Kant et Joseph de Maistre. Kant a élaboré sa doctrine dans une étude intitulée « Critique de la raison pratique », puis dans un autre ouvrage intitulé « Éléments métaphysiques de la doctrine du droit ». Ces études ont été élaborées bien avant la rédaction du Code pénal français en 1810, et c'est Joseph de Maistre qui a repris les idées de Kant en les modifiant légèrement pour en faire une doctrine personnelle dans un ouvrage publié en 1820 intitulé « Les soirées de Saint-Pétersbourg ». Selon cette doctrine, la répression repose sur les exigences de la justice. C'est pourquoi elle doit être assurée indépendamment du problème de savoir s'il est utile ou non à la société. Selon Kant, la répression doit être assurée intégralement, même si on est sûr d'avance qu'il est inutile.
Puis, il y a un autre courant de pensée, c'est l'école classique. Bien sûr, les origines de ce courant de pensée sont bien antérieures. Cette école n'est véritablement apparue au XVIIIe siècle grâce aux idées de grands philosophes comme Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot et autres, ainsi que certains criminalistes tels que l'anglais Bentham et l'allemand Feuerbach. Mais généralement, lorsqu'on parle de l'école classique, on se réfère aux idées de l'italien Beccaria contenues en 1764 dans un opuscule intitulé Traité des délits et des peines. En effet, en réaction contre les vices du système alors en vigueur, Beccaria a opté pour l'égalité et la modération dans la répression. L'égalité contre l'arbitraire et la modération contre la rigueur. C'est Beccaria qui est le premier, bien sûr, qui a consacré le principe de la légalité. Pour lui, fonder le droit pénal sur la loi, c'est le premier rempart contre l'arbitraire du juge. La Révolution française s'en est beaucoup inspirée dans sa déclaration des droits de l'homme. Par exemple, l'article 6 de cette déclaration, il prévoit que la loi est l'expression de la volonté générale. Il doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Aussi, il y a l'article 8 qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée, bien sûr, antérieurement au délit. D'après ces dispositions, on remarque très bien que la pénologie est la pièce maîtresse de son ouvrage. La peine, comme on a déjà annoncé, est la partie la plus visible du droit pénal. Beccaria parle de la nécessité de la peine ou utilité commune de la peine. La peine doit prévenir plutôt que de punir. Bien sûr, je m'arrête là et la séance prochaine, on va évoquer les autres courants de pensée. Merci pour votre attention. سنترككم اللحظة مع الأستاذ عصام زين الدين ومادة لو دروا بينال جينيرال الفصل الثاني لمسلك الحقوق باللغة الفرنسية. جامعة المولى إسماعيل ستقوم ببث الدروس لفائدة طلبتها على إذاعتكم مدينة FM كل يوم طوال الأسبوع من الاثنين إلى الأحد من الساعة 2 إلى 4 بعد الزوال ابتداء من يوم الاثنين 6 أبريل 2020. وسيتم إعادة ساعتان من البث كل يومي السبت والأحد من 2 إلى 4 بعد الزوال.